Mesdames et messieurs, bonjour, bon week-end à vous. Merci de nous rejoindre sur votre émission. Le grand rendez-vous de la littérature sur Canal 3 Bénin, c'est tous les samedis à partir de 11h30. Vous connaissez bien le rendez-vous. Il est un acteur culturel de classe. On ne peut plus vous le présenter, hein, Claude Balogun, dans le monde culturel actuel. Il a marqué, continue de le marquer, notamment sur le plan de la promotion audiovisuelle, mais aussi de la production, la réalisation et la diffusion aussi. Aujourd'hui, nous allons lui découvrir une autre dimension, l'écriture. Il a publié un recueil de 2 contes, l'un théâtralisé et l'autre qui est tout à fait simple. On en parle en cette fin de matinée sur votre émission. Bonjour Claude Balogun. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes conseiller au Conseil économique et social, représentant des écrivains, des artistes, vous préférez de manière générale. Mais il y a eu cette querelle quand même qui était vieille. C'est vrai qu'elle s'est tue finalement, où on vous a reproché quelque peu d'aller représenter encore les écrivains au-delà des artistes. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je dis tout simplement que ce sont ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. À un moment de l'histoire, des acteurs culturels se sont entendus pour faire représenter, pour choisir leurs représentants, discipline par discipline, pour siéger au Conseil économique et social. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'associations, il n'y avait pas beaucoup de fédérations. Il y avait une seule fédération fêtière qu'on appelait la FABEN. Et la décision a été prise sur la tête de ceux qui étaient là. On s'est regardé rapidement et ils se sont dit, bon voilà, après tel, ça va être tel, après tel, ça va être tel. Mais ça a évolué après. Plein d'associations et fédérations, confédérations même sont nées après. Et la dynamique ne peut plus être pareille. Parce que le Conseil économique existe maintenant, ça fait bientôt plus de 20 ans. Alors à partir de cet instant, la dynamique n'étant plus la même, moi j'étais de ceux qui disaient que ce n'est pas nécessaire d'imposer une discipline. Si quelqu'un est capable de représenter les artistes, de travailler, représenter dignement les artistes là-bas, qu'à cela ne tienne. Mais si quelqu'un qui est représentatif est là, et parce qu'il y a une sorte de gentleman agreement entre nous, on va choisir quelqu'un qui n'est pas du tout représentatif, vous voyez, ça ne fait pas sérieux. Ça n'existe dans aucun test, ça n'existe dans aucun document. C'était juste une sorte de polémique qui était venue, qui avait été compris par tout le monde. C'est ça. Merci encore une fois d'avoir accepté en tout cas mon invitation. Je rappelle le titre de votre publication, c'est Roi d'eau, l'arc-en-ciel, suivi de notre conte Berko, le respect de la tradition. Alors Roi d'eau, c'est un conte assez théâtralisé, hein, qui nous parle justement, je dois dire, de ce personnage Roi d'eau, qui est né de façon mystérieuse et qui est né justement pour accomplir une mission. Alors, j'ai remarqué dans votre texte qu'il y a une récurrence des chants, des litanies et autres séquences qui sont chantées. C'est normal, nous sommes dans le conte, le chant domine parfois. Mais que représentent pour vous ces portions qui sont chantées là, dans le fonctionnement et l'objectif d'un conte? En fait, il faudrait faire remarquer que lorsque nous avions démarré cette recherche dans le conte théâtralisé, c'est-à-dire nous, à Sangari à l'époque, on était des révolutionnaires. On avait choisi de montrer nos classiques. Parce qu'on a commencé à dire qu'il y a des classiques, hein, Victor Hugo, tout ça là, les Européens ont leurs classiques. Mais nous, en Afrique, nos classiques, ce sont nos contes. Racontés autour du feu les soirs par les conteurs, par les griots, par les Yérékou et autres là, suivant la zone géographique et suivant la culture. Alors, dans ces zones-là, le conte ne peut pas évoluer sans la chanson. C'est clair. Alors, donc, nous avions commencé cette démarche et tout ce qui allait avec les séquences de l'histoire, nous trouvons des chants qui accompagnent ces séquences-là pour soit appuyer certaines parties, soit pour expliquer. Si vous avez fait attention, il y a eu effectivement beaucoup de séquences de chants. Et ces chants sont récupérés en texte juste en face. Donc, on n'est pas allé dans la redondance, dans l'écriture. Donc, le chant vient dire une partie de l'histoire, vient illustrer une partie de l'histoire, vient souligner une partie de l'histoire. Et des fois, la chanson est plus éloquente que la parole. Est-ce que le conte il fonctionne de la même façon
qu'on soit peut-être à Abomey ou qu'on soit à Niki ou qu'on soit où est-ce qu'il y a un autre endroit, à Parakou ou bien à Djougou? Oui, le conte fonctionne presque de la même façon. Ce qui change tout simplement, soit c'est autour du feu, à des endroits donnés, soit c'est dans la cour royale, soit c'est sur la place publique. Et ce qui change également, soit c'est les chansons et les instruments utilisés pour accompagner ces chansons-là qui changent tout simplement. Sinon, le conte, c'est le même cheminement, un problème qui est posé à une communauté, à la société, hein, et la société tente de trouver une solution, et soit on interpelle les dieux pour régler, ou on interpelle le fou du village, ou on interpelle le plus vieux, le sage du village, ou on interpelle le fa, ou on interpelle une entité qui nous dépasse pour venir suggérer des solutions. Et après, les solutions sont trouvées ou pas, et puis de cela, on tire souvent une conclusion. Il y a une conclusion à la fin pour dire que c'est depuis ce jour que telle ou telle chose s'explique de cette façon. Alors, on note une multiplicité de langues hein, que vous avez sollicitées dans une sorte d'interférence linguistique. À quoi répond justement, on doit dire cet hybridisme linguistique, cette option fusionnelle? Oui. D'abord de l'aspect hétéroclite ou multiculturel de la compagnie appelée Théâtre Ouassangari à l'époque. À l'époque, il y avait un metteur en scène qu'on appelait Urbain Adjadi, Feu Urbain Adjadi, qui est Nago Yoruba, proche du Nigeria. Et ensuite, qui a fait le Nigeria d'ailleurs, après a quitté le Nigeria et a fait le Togo avec le groupe du conte qu'on appelle le Zitik, qui ne fait pas du conte théâtralisé, mais qui fait du conte pur, c'est-à-dire on installe la scène sur la scène carrément, on installe la scène frontale, en face du public, on raconte une histoire avec la musique et tout. Alors, lui, il a cet aspect culturellement yorubaphone qu'il habite. De l'autre côté, nous avons Bio, Marcel Rofiko, qui est Bariba, puis Bariba du nord de Kouandé, il est prince de Kouandé. Alors, lui, il est venu avec toute sa culture Bariba et tout, pour enrichir cette affaire. Brice Burn étant de Ouida, vous comprenez, moi je suis à Isor, de l'air culturel à Isor, de choses. Donc, c'était pratiquement, excusez-moi le terme, melting pot culturel. Voilà. Donc dans la création, lorsque les faisait, suivant ce qu'on a envie de souligner ou on a envie de transmettre, nous choisissons les chansons qui vont avec. Et puis nous illustrons et tout. On s'inspire beaucoup du riche patrimoine IFA, qui est propre au Bénin, Nigeria, au Togo, Ghana. Et nous nous inspirons beaucoup de ces choses-là pour enrichir. Oui, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Les langues ne se ressemblent pas quand vous les associez comme ça. Est-ce que vous ne dénaturez pas carrément l'esprit même de ces langues-là? Parce qu'on dit, quand vous êtes de cette nature-là, c'est comme, je dois dire, le statut de la chauve-souris qui n'est ni mammifère, voilà, ni mammifère, ni oiseau. Vous créez un hybridisme carrément. C'est-à-dire, la particularité d'une création, c'est l'esthétique en fait. C'est l'esthétique. S'il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas de création. Quelle que soit la discipline artistique. Si nous allons faire un mélange, une salade qui va constiper les gens, ce n'est pas la peine. Donc nous avons beaucoup travaillé sur la phonétique, ce qu'on appelle la phonétique, l'utilisation du son pour accompagner ce que nous disons. Parce que c'est carrément une compagnie de musique qu'on était. Hein. Donc c'est un savant dosage qu'on arrive à faire. Quand à un moment donné nous disons « Nimo Kokbedi », ça dépend de la façon dont nous le disons. Nimo Kokbedi, ça montre clairement « Ah, c'est un Adja ». Je n'ai jamais vu ça. Mais quand je dis « Ah, Nimo Kokbedi », ça ne veut pas dire la même chose. Donc le conte, voilà, le conte a cette particularité et de nous offrir le geste en plus et la façon de dire en plus. Et lorsque nous chantons lorsque nous tirons comme ça, nous rentrons déjà dans
dans un système où on interpelle l'attention de l'auditoire. Qu'est-ce qui va suivre? Ce qui va suivre, c'est quelque chose qui va être certainement annoncé. Ça peut annoncer la naissance de l'enfant, ça peut annoncer quelque chose, ça peut rentrer dans la tristesse. Donc tout ça là sont des mesures qu'on fait pour pouvoir trouver... Alors, vous aviez fait partie de ce cercle-là où les éléments venaient d'un peu partout. Quelqu'un qui a fait le Nigeria, qui a atterri au Togo, l'autre qui est du pays Bariba, vous êtes à Izot. Quand vous voyez un peu ce que chacun apportait du point de vue culturel, comment est-ce qu'il se comportait, vous pensez vraiment que les peuples se ressemblaient à travers le Bénin? Ben, vous savez, bizarrement, nous faisons un travail qui est devenu finalement international. Parce que quelle que soit la communauté dans laquelle nous nous trouvons, partout au monde, dans le monde entier, les gens accueillaient le spectacle, même sans comprendre les chansons. Et c'est ça l'esthétique dont je parle. Il faudrait qu'on fasse des créations, qu'on écrive des choses qui transcendent les langues, les barrières linguistiques. C'est ça. Si nous prenons tout ce qui est caractéristique de Dindi et de Bariba, c'est les castaillettes que nous mettions, les grelots que nous mettions au pied. Et ça, c'est devenu un instrument international désormais. Et nous chantons devant des publics qui ne comprennent pas ce que nous disons. Mais cela ne brise pas la continuité de l'histoire. Oui, on a joué en France, on est allé aux États-Unis, on est allé partout dans le monde et ces spectacles ont été vraiment acceptés. Et imaginez-vous que c'est 20 ans après que le test est sorti. Le conte théâtralisé a cette particularité de se confronter d'abord à la difficulté de la scène et du public, avant de naître sur papier. Est-ce qu'on n'a pas déjà épuisé, je dois dire, son intérêt, son goût, comme je pourrais dire, aussi simplement avant de le mettre dans un test? Non, dans un justement, livre. lorsque ça se fait comme ça, c'est le patrimoine qui est conservé. Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui n'est pas sûr de m'avoir vu sur scène, Claude Balogun. La preuve, j'ai fait un spectacle il y a quelques jours à Zalaï, mais tout le monde était surpris. Mais attends, bon, je ne te connais pas. Donc, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui n'a jamais vu Claude Balogun sur scène, alors que Claude Balogun a effectué près de 15 ans de théâtre professionnel avant de démarrer. Vous avez rompu, ça vous a manqué? Pas du tout. La preuve, l'année dernière, on a fait querelle de quartier. C'est notre manière de contribuer au dialogue politique. On ne s'est pas si engagé, aussi fréquent que ça. Ben, écoute, vous savez, quand il y a beaucoup de responsabilités... Il y a des choses qu'on abandonne. On sait que la fonction du conte, c'est d'abord de divertir, puis d'éduquer, d'instruire. Mais présenté comme vous l'aviez fait dans ce bouquin, cela devient comme un sacrement. J'ai parlé de rituel qui a commencé tout à l'heure. L'artiste est certainement amoureux de cette tradition. J'ai dit de cette tradition, pas de sa tradition, hein? Ben, tu as raison de dire que je suis amoureux de cette tradition parce que un bon créateur doit être ouvert, doit consommer d'un peu partout et faire le savant d'Ojaz, comme je disais tout à l'heure, pour sortir une œuvre empreinte d'esthétique correctement. Vous savez, la vie est une série, une suite d'initiations. Je ne travaille pas, je travaille dans une télévision qu'on appelle LC2, mais je ne travaille pas à Canal 3. Si je rentre aujourd'hui dans Canal 3, je vais me perdre. Je ne suis pas initié au comportement, aux réalité interne de Canal. Donc la vie, elle est comme ça. Un bébé qui est né aujourd'hui est initié au jour le jour et vit au jour le jour dans une série d'initiations. Et lorsque, tel Jésus l'a fait, un personnage mythique de la tradition, venant de notre patrimoine culturel, venant vraiment de notre histoire, venant de notre classique, doit régler un problème qui devient carrément un problème du monde entier, un problème de misère, un problème de déscolarisation, tous les problèmes que nous connaissons, tous les mots que nous citons un peu partout, le mariage forcé, mariage gay, tous ces trucs-là. Ce personnage est venu pour régler ces problèmes-là. Et pour y arriver, il faut que ce personnage soit doté d'un certain nombre de pouvoirs. Pourquoi? Parce que ceux que ce genre de comportement-là arrange sont là et ne vont pas le laisser faire facilement. Donc, il faut qu'il traverse une série d'initiations pour y arriver. C'est ainsi qu'on fait appel aux dieux, qu'on fait appel aux entités et qu'on les sollicite
hein, le ciel, la terre, le vent, le soleil, la mer, tout ça, le feu. Donc on les sollicite et on les met en route pour que ces éléments-là soient en harmonie avec le personnage. Moi, je pense que cet amour de ces cultures me vient de mon enfance. Moi, j'ai vécu auprès de vieilles personnes. Et je continue de fréquenter de vieilles personnes, et de toute culture, de tout pays d'ailleurs. Imaginez que j'ai un ami personnel qui est le roi des Taneka à Kopargo, alors je ne suis même pas de là-bas. Hein, le roi des Taneka est un ami à moi qui me demande tout le temps. Imaginez que j'ai une amie à Kwandé, qui est celle qui chante, la Yerekou, qui chante, elle est décédée malheureusement récemment, qui est une amie, elle est aveugle, mais quand elle entend ma voix, elle me reconnaît. Donc j'aime pratiquer les sages, j'aime pratiquer les grandes personnes et j'apprends beaucoup. Et quand vous apprenez beaucoup, vous savez comment marcher dans la vie. Mais vous écrivez très peu, comment on garde tout ça? Je note beaucoup et j'écris très peu. Parce que écrire relève d'une mission en fait. C'est une grosse mission. Et dès lors qu'on se rend compte qu'on a une image à défendre, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Parce que moi et l'écriture ne sont pas amis, de toute façon. Du coup, primaire, au collège, je n'ai jamais eu de livre de lecture. Donc c'est une vengeance que je prends à l'âge adulte, après avoir fait ma classe de première, que j'ai commencé à me venger sur la langue française. Sinon je ne pouvais pas formuler une phrase correctement, je ne pouvais pas discuter en public avec mes collègues. Je ne pouvais pas faire une page sans faute. Alors lorsque je prends conscience de cela et que je dois pondre quelque chose, je prends beaucoup de temps. Je prends beaucoup de temps pour l'écrire. Tout ce que je sors, tout ce que je vais sortir bientôt, que ce soit en théâtre ou pas, c'est des choses que je mets des années à écrire, à produire, à mûrir. Ce n'est pas sur le compte de la multiplicité de vos responsabilités. Hein. Aussi, la multiplicité est là, mais c'est surtout sur cet aspect-là. Où je suis obligé de faire attention à ce que j'écris, je suis obligé de mieux mûrir la chose pour que ça contribue vraiment à l'éducation, comme vous le dites, à la sensibilisation, comme vous le dites. Alors, vos didascalies dans le test vont au-delà de leur rôle de facilitation de la représentation. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de détails. C'est comme une feuille de route d'un réalisateur. Et quand on sait que vous êtes réalisateur, on peut se demander, ben, c'est quoi Claude Balogun confond les deux mondes, c'est ça? Oui, j'arrive à confondre très facilement les deux mondes. Et tu as raison de faire ce constat. À confondre les deux mondes parce que j'ai été formé dans ma vengeance toujours. J'ai été formé à Paris, à l'INA, en écriture de scénario de film. Ce qui est un genre particulier. Et lorsque vous vous y mettez, vous n'arrivez plus à écrire des romans. Vous n'arrivez plus à écrire facilement. Vous écrivez les images. Bon, ça fait un. Donc ça m'a beaucoup influencé certainement. Mais de l'autre côté, il faudra faire savoir que lorsqu'on a envie de faire accepter sa culture à l'autre, il faut donner des clés à la personne pour que la personne comprenne. Lorsque j'utilise des grelots au pied, il faut que la personne comprenne. Le décor doit être expliqué. Parce qu'ici, on parle de conte théâtralisé. Pour le premier test, c'est un conte théâtralisé. Le second est un conte tout court. Donc les détails ne sont pas les mêmes. Donc dans le premier test, vous êtes obligé d'installer la scène. Vous êtes obligé de parler comme un professionnel du théâtre qui peut parler de côté court, côté jardin, qui peut parler de lumière, qui peut parler de pourcentage de lumière, qui peut parler de la position du décor sur la scène et qui peut parler même de la position des comédiens et des objets sur la scène. Donc, ce qui fait que ce détail est utile pour le conte théâtral. Oui, mais vous ne donnez pas, enfin, vous ne laissez pas la main libre à des metteurs en scène plus tard. Ah, je vais vous surprendre. Il y a de jeunes étudiants de l'université qui ont monté ce spectacle. Et je me suis retrouvé pleinement dedans. Est-ce que c'est la mission, d'un metteur en scène de tout faire pour se retrouver dans l'esprit, je dois dire, de celui qui a écrit sa pièce? Il doit prendre des libertés, il doit être un peu plus libre. C'est-à-dire, il n'a pas répété, il n'a pas fait une photocopie de ce que moi j'avais assuré comme mise en scène, c'est ce que je veux dire. Mais je veux se retrouver dans l'histoire, je veux dire. L'histoire, malgré les détails dont vous parlez, nous sommes d'accord que la trame demeure. Si en lisant, on voit des détails et la trame de l'histoire demeure, je pense que l'objectif est atteint.
Alors, une dernière question, sinon une avant-dernière. Quand on demande au fétiche, par exemple, d'aider le couple assoiffé d'un enfant et qu'il leur a demandé leur concours en retour afin qu'ils fassent des sacrifices, pourquoi est-ce que les bienfaits de Dieu doivent être forcément, en tout cas, conditionnés chez nous? Pourquoi donc à l'église, on demande aux gens qui ont péché d'aller faire des citations du chapelet, un certain nombre de... Pourquoi vous voulez comparer? Non, je ne comprends pas. Je commence par là. Même dans toutes les religions, ça existe. C'est des entités que vous mettez en route, en mouvement. Ces entités sont tranquilles. Et l'histoire, si vous ne les sollicitez pas, l'histoire doit se dérouler d'une certaine manière. Soit on veut le service ou on ne le veut pas. C'est de la corruption? Est-ce que c'est de la corruption? Mettre de l'essence dans un véhicule, c'est de la corruption? C'est un conditionnement? Même pas. C'est nécessaire pour que le véhicule se mette en route. C'est pas de la corruption. Pas du tout. Mais alors, l'entité est tranquille, vous la réveillez. Parce que c'est une question d'initiation. Hein. L'entité est tranquille, vous la réveillez. Et l'entité... Vous la mettez en marche. Vous la mettez en marche. Dans un sens que vous souhaitez. Mais qu'est-ce qui met l'entité en marche? Ça doit être peut-être de l'huile, ça doit être de l'eau, ça doit être du parfum, ça doit être une poudre, ça doit être une cola, ça doit être quelque chose. Maintenant, lorsque vous mettez l'entité en marche et vous lui commandez un travail, après l'entité vous dit, ben écoute, pour que moi je réussisse ce que vous me demandez, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, parce que ça va me retarder, parce que ça va aller contre mes principes, parce que chaque entité a ses principes. Pourquoi? Donc les musulmans ne mangent pas la viande du porc. C'est la même chose. Donc, c'est interdit depuis et tout le monde respecte. Et personne ne cherche à savoir pourquoi. Alors, à partir de cet instant, l'entité se met en route, elle fonctionne. Ce n'est pas de la corruption du tout. Pas du tout. Alors, Guado, le personnage de votre conte théâtralisé, justement dans la recherche de sa mission, est allé voir quelques vieillards pour leur demander conseil. Et le deuxième vieillard qui lui dit ceci précisément à la page 47. Sais-tu qu'au départ, à l'orée de la vie, avant même que les hommes ne fussent créés, il existait déjà sur la terre, mais sous d'autres formes. Et à Guado de répondre sous quelle forme, de demander pardon sous quelle forme. Et le deuxième vieillard te répond sous forme de plantes. Il existait donc 3 plantes et chacune de ces plantes incarnait chaque catégorie d'hommes à venir sur terre. Ainsi, les plantes existaient avant les hommes. Et le premier vieillard, pour apporter davantage de précision, dit ceci. Ces 3 plantes représentent aujourd'hui les 3 catégories d'hommes que nous avons sur terre. D'abord, les hommes baobab. Eux sont des hommes de paix, nantis d'une très grande sagesse. Ils ne font que du bien. Ensuite, les hommes manioc. Ceux-là travaillent beaucoup. Mais pour les autres, le bien-être de leur prochain est leur seule obsession. Les hommes fromagers, enfin, se distinguent de par leur cœur ténébreux. Leur gosier est un sépulcre ouvert où ils se servent de leur langue fourchue pour tromper et semer la zizanie, dictature, jalousie. Quel est ce rapport avec les plantes? Oui, c'est une image qu'il me fallait. Il me fallait une image juste pour illustrer les 3 catégories d'hommes que moi j'ai identifiées à l'époque dans ce conte-là. Alors, comment un homme manioc par exemple. Manioc, parce que le manioc, si vous avez fait un peu les champs, vous allez comprendre que vous mettez une tige de manioc sous terre, vous plantez, et puis quelques mois après, ça donne vraiment oui, ça grossit, et puis bon, vous mangez, c'est bon, c'est comme si le manioc est niais, et lui ne fait que travailler pour nous, il nous donne à manger, voilà, il donne du gari, Il y a des catégories de personnes qui sont comme ça. Il y en a, beaucoup même, qui sont là, on peut croire qu'ils sont niais, qu'ils sont bêtes, mais eux, quand Balgon vient, il est là, j'ai besoin il est là, c'est ça les hommes manioc. Mais les fromagers, bon, voilà, c'est des gens qui trompent toujours. Hein, qui trompent toujours comme des personnages comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est surtout ce genre de personnages, à l'image des fromagers, qui sont souvent l'interface entre les dirigeants et enfin, les hommes positifs et ceux qui dirigent les nations, les royaumes. Mais chacun est utile pour la société que nous formons. Il faut un peu de tout pour faire le monde, dit-on. Mais trop de gens mauvais tuent le monde qui va se faire bien. Alors, le deuxième conte, c'est Gbero, respect de la tradition. Vous nous dites 2 mots là-dessus rapidement. De quoi s'agit-il? Une histoire d'un couple qui vit à la capitale, qui est venu au village à Loré dans le cadre d'une cérémonie et tout.
Et cette dame qui a été épousée n'est pas de la communauté. À un moment donné, il y a une forêt sacrée. Parce que dans chaque village, il y a une forêt sacrée. Hein. Il y a une forêt sacrée et il est interdit à toute femme en période impure de mettre pied là-bas. Et voilà que cette femme, à un moment donné, a mis pied dans cette forêt sacrée. Et les dieux se sont fâchés. Et parce que en face de chaque interdit, il y a toujours des conséquences. Et les conséquences ont commencé. Et il fallait maintenant faire une cérémonie d'expiation, une cérémonie de purification pour délivrer ce village. C'est un conte qui véritablement fait la dualité entre la modernité que nous vivons, les téléphones, c'est-à-dire le monde moderne, smartphones, voilà, et la tradition. C'est ça. Le respect des gens, des normes. On dit ici c'est un sens interdit, mais le Zémidjan va passer par là. Donc c'est un conte pour éduquer ces gens. C'est ça. Allez, on va dire un mot rapidement sur Rouado. Hein? Oui, l'avenir de Rouado justement. Oui, l'avenir de Rouado, en fait, comme si vous faites attention, vous devez savoir que nous sommes dans une démarche de recherche. Et la démarche a commencé par la création du spectacle, qui a donné le conte théâtralisé à travers Wassangari à l'époque. Et c'était l'un des premiers contes théâtralisés de l'Afrique occidentale. Après, nous avons édité pour que les gens puissent lire, revivre ce spectacle. Mais après, nous avons pensé au tout petit. Et d'ici là, avec certains partenaires, Rouado va devenir un livre en dessin illustré. Ce qui est rare dans notre système éducatif. Hein, les enfants ont besoin d'avoir des livres en dessin illustré. Pour les attirer, les retenir. Pour les intéresser, au conte, tout ça là et tout. Donc ça va devenir du dessin illustré. Tous les dessins sont déjà faits depuis des années. Hein, parce que comme je l'ai dit, je prends du temps et tout. Et le texte est en train de réécrire pour ramener le niveau au niveau des enfants. Des tout petits apprenants. C'est ça. Mais le destin du conte actuellement, il n'est pas fameux. Hein? Les gens l'abandonnent. C'est même de plus en plus rare, en tout cas, de voir des contes, même dans les lieux de spectacle. Oui, dans les lieux de spectacle. Les rayons peut-être, oui, mais les lieux de spectacle aussi, ça devient un peu plus rare. Au Bénin, le conte va disparaître. Dans d'autres pays, ça continue. Et on espère tout simplement que ça reviendra. Ça reviendra au Bénin. Par un miracle. Non, pas la formation, pas tout ce que nous faisons, pas tout ce que vous faites. Que les gens continuent de croire en la chose. Hein? Parce que les gens confondent très rapidement religion, traditionnelle, tout ça, et ce qu'on appelle création artistique. Le conte est une création artistique. Et la création artistique, comme vous l'avez dit au début, doit être utilisée pour accompagner l'éducation de la population. Ça doit revenir, parce que ça ne peut pas se perdre. Parce qu'il y a des conteurs professionnels qui sont à l'étranger et qui représentent dignement le Bénin à l'étranger. Et nous avons un gros festival de contes ici au Bénin, le festival de Patrice Toton, qui a sorti également un recueil de contes récemment. Il a tenu récemment sa dernière édition, oui. Franchement, à travers ces activités, ça doit revenir. C'est vrai que c'est compliqué de vous laisser partir quand on vous arrache pas un mot sur le monde culturel et sa santé. C'est compliqué actuellement. Vous avez compris pourquoi tous les acteurs se plaignent. Il y a même la dernière plainte en date, je sais que vous le savez, un célèbre artiste qui carrément a écrit une lettre ouverte au président de la République. Je n'ai pas envie de le nommer Stanton. Hein? Bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a lui, il y avait le doyen Kofi Gaou aussi qui a écrit, mais avant lui, il y a plein de jeunes qui ont déjà écrit, plein d'associations et de mouvements qui ont écrit et tout. Ce qui ne va pas est simple. À un moment donné, nous, acteurs culturels, on s'est levé pour dire que la façon dont le seul fonds d'aide que nous avons à gérer n'est pas normal. Qu'il faudrait changer les choses. L'autorité, à l'orée du changement de régime, s'est saisie de cette affaire et a engagé une série de réformes. Mais ces réformes mettent du temps. Pour produire des effets. Ces réformes ne se font même pas. De sorte que c'est dur à dire, de sorte que tout est bloqué, tout est arrêté,
pas de création, pas d'activité, aucun festival ne s'organise, pas beaucoup, il n'y a rien qui se passe. Or, nous avons un ministère qui s'occupe. Justement, j'allais dire, vous êtes un acteur pas des moindres. C'est pas le numéro qui vous manque. Le numéro de qui? Ben, du ministre. Ben, il ne revient pas à un conseiller tout de suite de prendre le numéro du ministre pour l'appeler pour dire régler telle chose. Non. Oui, mais c'est toujours au nom de savoir qu'il est dans un secteur où il est venu administrer des gens et qu'il a des acteurs. Et tu ne peux pas faire des réformes dans un secteur sans associer les acteurs de ce secteur, sans écouter les acteurs de ce secteur, sans comprendre les desiderata des acteurs de ce secteur. Ceci étant dit, de ma position de conseiller, je sais qu'il y a plusieurs secteurs d'activité dans le pays qui sont comme ça. Ce n'est pas qu'au niveau des artistes que ça n'a pas pu fonctionner. Le budget de l'État qui avait été annoncé était colossal. Mais la mise en œuvre, on ne voit pas. Et tout de suite, nous devons mettre notre budget en place. Heureusement qu'ils ont commencé déjà à revoir leur ambition à la baisse. Et ça, bon, c'est heureux. Mais faisons le bilan de ce qui est mis en place. Parce que dans le cadre d'autres interviews, j'avais déjà dit que je n'ai pas de bilan à faire si on n'arrive pas à la fin de l'année. Je suis un acteur culturel, les gens disent majeur, mais à un moment donné, un gouvernement arrive, il dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais construire 12 salles, je vais faire ci. Je ne peux qu'applaudir. Maintenant, j'attends la fin pour voir si c'est fait. Maintenant, on n'a qu'à faire le bilan. Si ce n'est pas fait, on va tirer le... On dit enfant, dans la langue proche, je sais que vous maîtrisez bien que oui. Si la fête doit être belle, c'est déjà dans l'eau qu'on vous présente pour vous laver les mains. À l'allure où vont les choses, vous devrez savoir où est-ce qu'on va. Oui, à l'allure où vont les choses, on sait déjà qu'ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs pour cette année, en tout cas. Mais à l'année prochaine, on ne sait pas. Et à l'allure où vont les choses, les artistes se meurent. Le milieu se meurt. Il n'y a pas de création. On est quelques rares acteurs culturels à opérer sur le terrain. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et le chef de l'État doit pouvoir faire quelque chose. Doit pouvoir faire quelque chose pour que les choses se débloquent. Hein? Il y a une dette qui est là. Il y a un budget qui est mis en place pour le fonds d'aide qui n'atteint pas les anciens budgets, mais le budget n'est pas mis en route depuis. Et le budget est bloqué et c'est là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien et l'année va se terminer bientôt. Et puis bon, voilà, c'est pas bien. C'est bien dommage. Merci beaucoup à vous, Claude Balogun. Merci, cher ami. Vous êtes auteur de Le Conte théâtralisé, Rouedo l'Arc-en-Ciel, suivi du conte Gbero, Le respect de la tradition. Merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. Je dois dire merci aussi à Moufid Sabouran, Serge Baguedi, Anselme Ronguet, le trio qui m'a accompagné pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis encore une deuxième fois. Vous passez un bon week-end. Rendez-vous samedi prochain à partir de 11h30 pour un autre numéro.